Les devins, juste avant que cette vidéo PLT ne commence, juste un petit message pour vous dire que j'ai enregistré cette vidéo hier, avec un certain nombre d'informations qui nous a été données, et dans la nuit, bon j'ai été réveillé à ce moment-là, j'ai pu le voir en direct depuis le Japon et les sites américains qui l'ont retransmis, on a eu quelques nouvelles informations sur le nouvel arc, dont certaines choses qui ont été confirmées. C'est pour ça qu'en fin de vidéo, j'ai décidé de faire un rajout sur cette PLT, je vais pas vous faire 2 vidéos pour ça serait un peu trop maigre. Du coup, vous allez sentir une coupure et tout ça, vous êtes prévenus. Au passage, la révélation dont je vais parler dans cette vidéo, je le dis pas maintenant pour pas vous spoiler, j'en parle de manière hypothétique, je dis, on n'est pas encore sûr que ça va être ça. Dans la nuit, entre hier et aujourd'hui, ça vient d'être confirmé que ça serait bien ça. Donc vous pouvez oublier mon ton hypothétique et affirmer que cela va bien se produire, c'était totalement confirmé, 100% officiel, on en reparle en fin de vidéo. Allez, merci. Salut les devins, c'est Saikyo. Ou peut-être salut pour ceux qui ont déjà vu ma première PLT sur l'arc Hit, mort de Goku. Maintenant on se retrouve pour un tout autre sujet, mais toujours dans une vidéo PLT pas le temps, à savoir toutes les révélations qui ont été faites sur le prochain arc. Le prochain arc canon officiel de la série Dragon Ball Super, qui apparaîtra donc en animé qui sera également en manga papier, et qui a été annoncé pour débuter le 5 février. Cette information a été donnée dans le dernier numéro du V-Jump Magazine, dans lequel sort chaque mois le chapitre également de Dragon Ball Super, et on a souvent des pages avec des révélations. J'ai envie de vous dire que la hype est à son maximum, mais qu'en même temps on a eu beaucoup d'informations sans en avoir. Comme d'habitude, je m'appuie sur les propos de Herms, que vous pouvez suivre sur Twitter, Herms98, et vous commencez à prendre l'habitude, des sites français ont relayé ça, moi je vous mets le lien de Dragon Ball Super France, que j'ai l'habitude d'aller checker également, parce que j'aime bien leur traduction et tout ça. Donc merci autant à Herms qu'à Dragon Ball Super pour avoir relayé et traduit ces informations-là. Donc, cette révélation-là a été accompagnée d'une seule image, que vous avez sûrement dû déjà voir sur ma miniature, et que je vous affiche à l'écran. Et cette annonce-là a été accompagnée de quelques textes très légers, nous disant que le rideau se lève sur un nouveau chapitre, et nous donnant le nom officiel du nouvel arc, l'arc de la survie de l'univers. En nous rajoutant, maintenant au combat, l'équipe la plus puissante de l'univers 7. Bon, pour commencer cette PLT, alors je vous ferai un constat tout simple. Sur cette image, il y a 10 personnages. Majin Buu, le gros Buu, Krillin, C18, C17, tout le monde l'a remarqué, mais c'est vraiment le point majeur, je pense, de cette image-là. Goku, Vegeta, Gohan, second point majeur de l'image, Tortue Géniale, Kame Sennin, Tenshin Han, et finalement Piccolo. 10 combattants, de niveaux tous très différents. On n'a pas de Yamcha, on n'a pas de Chaoz ou je sais pas quoi, et surtout, on n'a pas de Goten et Trunks. Pas vraiment besoin de vous en rajouter une couche vis-à-vis de tout le texte qui a été donné et de l'image qui a été donnée aussi, et le fait que l'on parle d'équipe la plus puissante de l'univers 7, on peut supposer le tournoi multivers qui sera organisé par Zeno n'a pas été annoncé là-dedans. On a simplement des indices qui nous permettent de le penser fortement. En tout cas, cette affiche, rien que l'image déjà sans parler du texte, nous laisse penser que ça sera le tournoi. Tout simplement car le nombre de combattants a dû être fixé à 10. Et que pour parler du cas de Goten et Trunks, ils vont nous dire très facilement alors que leurs mères leur ont interdit de participer, ou alors qu'il fallait avoir un certain âge. Pas forcément un certain âge, parce que l'âge dans l'univers, tout est relatif aux races. Mais je suis sûr qu'il va y avoir une règle disant que toute forme enfant, toute forme non adulte d'une race ou d'une espèce mortelle sera interdite dans le tournoi. Bien sûr, s'il y a une race dans laquelle tel ou tel mortel est tout petit, tout maigre à une voix d'enfant, mais si c'est leur forme et qu'il a envie de combattre, il le fait. Mais si le peuple en question est connu comme ayant une sorte d'évolution, qu'il peut grandir, voilà, comme nous passons de bébé, enfant, adulte et tout ça, eh bien dans ces cas-là, ce sera uniquement la version adulte et en charge des Akaishin et des anges de bien veiller à cela. Je pense que cette règle va être posée dans le tournoi. Cela, plus le fait que leurs mères ne voudront pas les voir participer, vont faire qu'ils vont être exclus de fait. Car si c'était l'arrivée directe d'une nouvelle menace, j'insiste bien sur le mot direct, on aurait vu Goten et Trunks sur l'affiche. Car s'il y a une menace, leurs mères vont pas leur dire restez à la maison. Si la menace pète la terre, ça sert à quoi qu'ils restent à la maison? Allez vous battre, faites ce que vous pouvez, on verra bien. Donc dans le cas de combat organisé, ça me semble logique que Goten et Trunks n'en fassent pas partie, parce qu'en plus ça n'est pas vraiment la volonté de l'auteur, ou des auteurs, de les mettre en avant. En parlant de mise en avant, je trouve très cool, et ça j'en parlais déjà depuis 2-3 semaines sur ma chaîne, de voir les terriens revenir. Dans l'animé, ils ont mis Yamcha en avant dans le match de baseball, et ils nous ont bien fait comprendre qu'au final les combats c'était plus pour lui. Mis à part une armée de Freezer qui arrive et tout ça, bon il fera ce qu'il peut. Mais c'est vraiment plus son délire. D'ailleurs, ils vont sûrement lui demander de participer, et il refusera. Je pense qu'il va dire qu'il en a assez pris pour son compte, et c'est ce genre de choses, le fait que Goten et Trunks ne puissent pas participer, le fait que Yamcha refuse, qui va mener au fait que l'on mette C17 en avant, que C18 justement dise mais moi j'ai mon frère.
Mais moi j'ai mon frère, il peut participer, et Krillin dira oui, c'est vrai. Et vous allez me dire, mais son frère, ils vont le sortir de nulle part, on l'a plus revu depuis le moment où il a donné soi-disant son ki, bon ça c'est un peu incohérent, au Genki-dama de Goku et tout ça. Je vais vous dire oui et non. Oui par rapport à la série, mais non par rapport à une interview dans une foire aux questions qu'avait donné Akira Toriyama lui-même dans le Dragon Ball Full Color numéro 6 en parlant justement du cas C17, numéro 17. Je vous dis dans les grandes lignes, en nous disant que C17, en nous donnant du contexte autour de C17, en nous disant que maintenant il vit dans une réserve naturelle immense, dans un parc de préservation de l'environnement et tout ça, vous voyez le délire, dans lequel il est un peu le garde-chasse, le garde champêtre, tout ce que vous voulez, et qui est très strict dans son métier. Il nous dit également que c'est le boulot idéal pour C17, qui adore vivre seul et être avec lui-même, et qui n'est pas vraiment coopératif dans son genre avec les autres. Du fait qu'il est bon dans ce métier-là, il obtient un gros salaire. Il s'est marié à une zoologiste qu'il a dû sûrement rencontrer dans ce parc-là, ce parc naturel, avec qui il a un enfant et il a adopté 2 enfants en plus, donc 3. Et que depuis cela, ils vivent heureux dans une maison isolée dans le parc, qu'ils vivent donc dans la nature et qu'ils peuvent s'adonner à leur passion et livrer leur vie également. Akira Toriyama a également rajouté à cette époque-là, c'était en 2014 au fait pour info, que C17 est venu rencontrer C18 de lui-même et Krillin une seule fois, mais qu'il n'a pas parlé du tout de ce qu'il est devenu, de ce qu'il fait, sûrement car il avait peur d'être jugé et de faire croire que sa vie était devenue un peu trop ennuyeuse aux yeux de Krillin de C18, ce qui est un peu ridicule, mais bon, voilà. Donc au final, même si ça n'a pas été adapté en manga, on se doute qu'il y a eu du background à donner à ce personnage-là, qu'il s'est fait une vie, que sa force, comme celle de C18, n'a pas bougé. À la limite, ils peuvent avoir des améliorations par le biais de Bulma, des trucs comme ça aussi on va en parler, mais qu'au bout des choses, au final, il fait toujours partie de cet univers Dragon Ball. Et moi je trouve ça super cool que Akira Toriyama l'ait remis, pas sur le devant de la scène, mais l'ait remis à l'image. Ça me semblait logique qu'un personnage ayant autant de force, similaire à C18 en gros, ait vraiment sa place dans Dragon Ball. Car encore à l'heure actuelle, on se retrouve face à des ennemis qui n'étaient pas super forts. Regardez dans le tournoi de Champa, d'accord dans l'histoire c'était environ il y a 6 mois en arrière, mais regardez à ce niveau-là, Kiabe découvrait à peine le Super Saiyajin 1. Frost était à peu près plus ou moins du niveau de Freezer. Du Freezer de l'époque, pas Golden Freezer. Donc on a encore des personnages, des ennemis qui arrivent de niveau Super Saiyajin, voire moins. Donc C17 a largement sa place, même dans un tournoi multivers. Bien sûr, j'en parlais tout à l'heure, j'adore voir les terriens être remis au goût du jour. C'était quelque chose qui avait été rapidement amorcé dans l'arc Fukatsu no F et dans le film du même titre, et je trouve ça vraiment bien qu'on les revoie au même titre que Piccolo. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo, un abonné une théorie récemment sur le cas Piccolo, sur ses possibilités de power-up aussi. Le power-up, parlons-en. Et là, je vais commencer à faire des prédictions. Est-il possible alors que des humains ou Piccolo le Namek puissent obtenir un power-up? J'ai envie de vous dire, ça dépend de comment le scénariste va vouloir le tourner, oui et non. Ils peuvent rester au niveau qu'ils sont et livrer de très beaux combats, tout dépendra des ennemis à qui ils devront faire face. Et c'est tout simple, rappelez-vous, dans les Tenkaichi Budokai, c'est un tirage au sort. Et là, Majin Buu ne sera pas en possibilité de falsifier les numéros parce qu'il y a les anges et tout ça qui surveillent. Donc dans ces cas-là, ça serait des combats un peu au hasard. Le plus faible pourrait se retrouver contre le plus fort. Et là, ça crée des problèmes. Si Krillin se mange hit, il va souffrir. Mais par contre, si ce sont chaque Akaishin, comme dans le tournoi de Champa, qui vont choisir l'ordre de passage de leurs combattants, là on peut s'attendre à voir des combats équilibrés. On pourra voir Krillin combattre un terrien de l'univers 6. On pourra voir Tenshin Han combattre un être pas super fort de l'univers 11, pourquoi pas. Ou on pourra voir Piccolo prendre sa revanche sur Frost, comme on pourra avoir des combats entre inconnus du même niveau que ceux de Krillin. Au final, l'intensité n'est pas vraiment liée au niveau de puissance du personnage. L'intensité est liée à la réalisation, à la qualité des dessins et tout ce que vous mettez là-dedans. À l'intensité que vous mettez dans votre coup de crayon et dans votre animation. Regardez les combats dans l'anime Dragon Ball Z, on était sur des niveaux Super Saiyajin, exemple Piccolo contre C17, voilà pour parler de quelque chose d'actualité. Piccolo fusionné contre C17, le combat était super intense et c'était pas des dieux qui se battaient, enfin si, Kami est un dieu mais bon, vous m'avez compris quand même, Piccolo il est loin du niveau d'un Super Saiyajin Blue, d'un Beerus ou d'un Whis, il est à des années-lumière. Cell face à Super Vegeta, c'était d'une intensité monstrueuse. Tout ça pour vous dire que ça sera juste la réalisation et l'intensité qui sera mis qui va déterminer l'intensité des combats et pas besoin d'avoir de la surenchère de puissance pour y arriver. Après, là où moi je serais favorable et je serais pour un power-up des terriens, c'est pour les mettre plus en avant. Pas pour que leur combat soit plus intense. Après tant d'années passées, les connaître dans la série, on s'est attaché à Krillin et tout ça. Qu'ils aient un peu ce qu'ils méritent. Qu'ils aient une sorte de récompense. Par exemple, et je trouve que c'est un exemple cohérent,
que Whis les entraîne. Beerus va certainement voir Whis et lui dire « Écoute, déjà Goku et Vegeta, je ne suis pas sûr qu'ils puissent remporter ce tournoi, mais regarde derrière l'équipe que l'on a. Les cyborgs, Bulma pourra s'en occuper pour les améliorer et les faire power-up comme cela, mais les autres là, Piccolo, Tenshin Han, tout ça, que Beerus demande à Whis de les entraîner me semble logique. Pas qu'ils atteignent le ki divin. Pas forcément, je vous parlais récemment sur la chaîne de Super Human God, Super Namek God. Oui, ce sont de belles possibilités. Mais déjà les faire progresser, améliorer leur niveau pour que par exemple un Tenshin Han ou un Krillin puisse atteindre le niveau d'un Kyabé Super Saiyajin 1. Pour que Piccolo atteigne ou dépasse le niveau d'un Super Saiyajin 3, pourquoi pas. Bon, Boo, lui, ça devient difficile pour qu'il progresse. Mais pour tous ces cas-là, ça serait cool. Bon, bien sûr, ce qui fait penser aussi à l'hypothèse d'un tournoi, c'est bel et bien les termes employés. L'équipe la plus puissante ou la team la plus puissante de l'univers 7. Ils ne les auraient pas mis en scène comme ça, comme des boxeurs, j'ai envie de dire, si c'était pas dans le cadre d'un tournoi ou d'une confrontation compétitive. Il y a encore quelques sujets que je compte développer dans cette PLT vis-à-vis de ce nouvel arc annoncé pour le 5 février. Gohan, le Kagohan, parlons-en. On sait tous qu'il va faire son retour. Sous quelle forme, c'est compliqué à déterminer. Parce que dans le cadre d'un nouvel ennemi, on peut considérer que celui-ci va faire du mal à un de ses proches et que ça va réveiller Gohan. Sachant que la mort de Goku, dans les prochains épisodes 71, 72, 113, tout ça, ne sera que du hors-série. Alors, oui, Gohan peut se réveiller dans ces épisodes-là, s'énerver et atteindre un niveau un peu plus potable. Mais mettez-vous bien en tête que dans le manga papier, cela n'apparaîtra pas. Et du coup, il faudra trouver un moyen canon, un moyen typique du manga papier pour que Gohan puisse avoir un power-up qui ne sera pas du tout lié à une mort de Goku. Et vu les niveaux que l'on a en ce moment dans Dragon Ball Super, si l'on veut un Gohan du même niveau ou quelque chose de potable vis-à-vis de Goku et Vegeta, il va falloir plus qu'un énervement. Un énervement pour lui permettre de se réveiller un peu, de débloquer certains potentiels enfouis, mais ça le mettra pas au niveau. Et c'est aussi ce genre d'éléments qui me font un peu penser que Gohan risque de ne pas arriver au tournoi au même niveau qu'un Super Saiyajin God ou Blue, et qu'on peut lui imaginer, oui, lui aussi un entraînement avec Whis. Mais en voyant Gohan, en y pensant et tout ça, je me suis dit que ça serait aussi le bon moment pour que le tournoi soit interrompu par quelque chose de grave s'y passe. D'ailleurs, le tournoi de Champa n'a pas été interrompu, donc ce serait le bon moment pour que ce tournoi-ci le soit. Regardez la fanfiction Dragon Ball Multiverse, qui met en jeu différents univers comme son nom l'indique dans un même tournoi. C'est similaire à ce qui va se produire. Eh bien, on voit que le tournoi, il se déroule, mais en même temps, il y a des choses dans le fond qui se passent et qui risquent de venir le bouleverser dans peu de temps. Donc pour moi, un retour de Gohan se ferait par 2 étapes et non pas une seule. Ça peut pas être que l'énervement ou que l'entraînement qui peuvent le mettre à niveau, pour moi ça sera les deux. Un entraînement digne de ce nom et un énervement digne de ce nom. Les deux combinés feront que l'on pourra avoir un Gohan au niveau. Après, comme je vous ai dit précédemment, Gohan, comme tous les autres terriens, n'aura pas besoin d'obtenir un niveau Super Saiyajin Blue pour nous livrer un très beau combat. En retrouvant la maîtrise de ses pouvoirs mystiques ou potentiels développés par le doyen des Kaioshin, le vieux et tout ça, juste dans cette forme-là, il peut livrer un magnifique combat contre un ennemi qui aura un niveau similaire au sien. C'est plus l'équilibre des niveaux de puissance entre deux combattants qui forment un beau combat plutôt que la surpuissance totale divine apocalyptique. Non, c'est pas vraiment ça. Mais en tout cas, moi j'y crois au retour de Gohan. Je trouverais ça super con de le faire perdre au premier tour. D'ailleurs, je trouverais une confrontation Kyabé contre Gohan très très intéressante. Ce serait un combat que j'apprendrais énormément. J'aurais même du mal à vous dire qui gagnerait. Parce que d'ici là, Kyabé va sûrement power up, entraînement Vados, tout ce qu'on veut. Ça va être même un des seuls qui va arriver vraiment à power up avec Hit dans la team de Champa, qui lui aussi va devoir rajouter des combattants si c'est du 10 par univers. Il va devoir en rajouter. Donc de nouveaux combattants univers 6. En plus de découvrir tous les nouveaux Akaishin, tous les nouveaux Kaioshin, tous les nouveaux anges et tous les combattants de chaque univers, Champa lui aussi va devoir faire des efforts pour en trouver des supplémentaires. En tout cas, cette affiche-là me fait rêver. Kyabé contre Gohan, ça me fait rêver. On continue et on poursuit cette PLT avec quelques idées que je voulais vous développer avant que je conclue cette vidéo-là et que j'entame ma 3e session d'enregistrement PLT de la journée. Vraiment beaucoup de choses à discuter avec vous autour de Dragon Ball Super sur lesquelles je reviendrai dans les semaines à venir, durant les lives et tout ça. Mais là voilà, je voulais vite venir vous en parler et ça me fait très plaisir justement de vous partager tout ça. Encore 2-3 thèmes alors à discuter, très bref, très rapide, à savoir le lieu de ce tournoi. Où aura-t-il lieu ? Comment vont-ils faire pour déterminer un univers dans lequel ça va se passer ? Peut-on imaginer différents combats, un peu comme une coupe du monde de foot, où vous déplacez dans différentes villes, que là on aurait des combats se déroulant dans différents univers, histoire d'avoir une sorte d'équité, que tout se passe pas au même endroit, pas forcément avec le même arbitre et tout ça. Mais ça serait super long à mettre en place. 10 combattants par univers, qui doivent chacun avoir leur combat 1 vs 1, je doute que l'on parte sur du Battle Royale quand même, et du coup ça va faire long.
Moi, je partirai sur une optique multi-ring. Et il faut que tout ça se passe sous la vision, sous le regard de Zeno, qui veut être diverti, ou des Zeno, et du grand prêtre. Donc, faire plusieurs combats en simultané dans différents univers, mis à part si on utilise GoTube pour montrer tout ça, mais je pense qu'ils veulent voir ça de leurs propres yeux, comme un empereur qui regarde les gladiateurs dans l'arène. Donc ce lieu-là, pour le moment, il est très difficile à déterminer parce que j'ai l'impression que, mis à part un tirage au sort, ça serait donner l'avantage à tel ou tel univers d'être un peu dans son univers, quoi, chez lui. Après, il m'est venu un truc super fou. Ne prenez pas ça comme une prédiction. Vraiment comme une idée folle que je vous partage maintenant dans une vidéo PLT. Vous savez que dans mes vidéos pas le temps, je vous partage des trucs parfois assez fous. Dans le sens où la timeline de Trunks, l'univers de Trunks, il a été détruit par Zeno et il est complètement vide. Ça fait un très beau terrain de jeu pour y mettre beaucoup de rings. Ça serait drôle, même si ça paraît abusé de faire un voyage temporel juste pour ça. Ça aurait d'énormes conséquences temporelles juste pour établir un ring, ça veut rien dire. Après, on ne sait pas, Zeno, Grand Prêtre, tout ça, est-ce qu'ils n'ont pas la possibilité de voyager à travers le temps sans que ça ait de conséquences? Juste par leur volonté, ils peuvent envoyer tout le monde là où ils veulent et ça n'a aucune conséquence sur les timelines. Au final, c'est quand même un peu les créateurs de tout. À part si on nous cache encore un dieu derrière, ce qui est fort probable, un dieu de toutes les timelines, mais pour le moment, c'est ce qu'on connaît d'ultime en termes de divinité. D'ailleurs, au passage, j'ai une petite mention spéciale pour toutes les personnes qui faisaient le lien entre la timeline détruite par Trunks, dans laquelle on a Zeno qui flottait après l'avoir détruite, ou du moins l'univers, on va partir sur l'univers. D'ailleurs, ces derniers temps, il y a beaucoup de monde qui se pose beaucoup de questions concernant cette timeline et son devenir. Beaucoup aussi en font le lien avec la salle de l'esprit du temps. C'est difficile à faire à vrai dire, mais juste pour vous dire que voilà, il y a quand même cette idée un peu collective qui tourne, et je voulais juste vous la partager, et en plus j'en ai fait quelque chose de fou en vous disant pourquoi pas dans cette timeline créer une sorte de zone multi-ring. Comme ça abrégerait énormément la durée du tournoi. Vous imaginez, vous suivre chaque combat de combattants que l'on ne connaît pas, pour lequel on n'a aucun attachement. Si en plus ils sont super faibles, on va s'emmerder. À part s'ils ont prévu de nous lancer des hors-séries super longs. Mais sinon, avoir plusieurs combats en simultané dans lesquels, par exemple, on pourrait focus sur celui de Krillin, tandis que d'autres univers s'affrontent que l'on verrait brièvement, on peut voir ce qu'ils donnent. Mais avoir un focus sur nos héros, sur ceux de la team de l'univers 6, voir un peu comment se débrouillent les autres univers. Ça permettrait de faire tourner un peu ce multiplex et de faire avancer le tournoi beaucoup plus vite. Pour au final avoir un focus sur un seul ring, un ring final ou quasi final, à partir des quarts de finale du tournoi. Dans lequel là on aurait vraiment un épisode, un combat, ou même 2 épisodes, un combat, je sais pas plus ce qu'ils veulent, mais vraiment un vrai focus sur les combats à partir des quarts, on va dire. Une autre chose dont je voulais vous parler, c'est cette fameuse survie de l'univers qui a été annoncée. On nous parle d'équipe la plus puissante, ça nous met dans l'ambiance pour un tournoi et tout ça. Mais par contre, la survie de l'univers, cela implique qu'il y aura des enjeux. Les enjeux, à ce stade et pour moi dans une vidéo PLT, je vais y travailler et revenir vers vous avec quelque chose de plus concret. Mais à ce stade, ces fameux enjeux de survie peuvent venir pour moi de 2 sources. Soit le tournoi est interrompu, mais ça serait un peu gros de le spoiler déjà dans le titre de l'arc. Ou alors ça peut être Zeno qui impose des conditions, par exemple, dans le sens où seul l'univers victorieux gardera son univers intact, gardera son univers en vie. Une bataille pour la survie de votre univers. Parce que j'en ai marre de voir des voyages temporels, j'en ai marre que les univers se mélangent et se tapent entre eux. Il se passe beaucoup de problèmes entre les univers, il y a beaucoup de choses de mauvaises qui se créent là-dedans. À la base, j'avais prévu de tout détruire, mais au final je vais en laisser un survivre histoire d'être un peu clément. Et en plus je me suis fait un peu ami avec Goku et tout ça, vous voyez un peu ce délire-là. Ce qui pourrait faire en sorte alors que la meilleure team soit appelée, jusqu'à même appeler C17, que Whis puisse en venir à entraîner les terriens parce qu'il y a de gros enjeux derrière, la survie de lui-même, allant jusqu'à la survie de Beerus, donc vraiment quelque chose qui va pousser à tout le monde d'y mettre le paquet. Bon, les devins, il y a encore quelques sujets parallèles qui tournent un peu en orbite autour de tout cet arc-là, toutes ces annonces dont j'aimerais discuter avec vous, mais je vais les conserver pour d'autres vidéos. Je vous ai débriefé, dégrossi le sujet là pour le moment. Je vous ai donné mes prédictions à chaud, vous connaissez le système, vous connaissez le principe, je vais redévelopper tout ça par la suite. Les devins, comme annoncé en début de vidéo, on va maintenant faire le point sur toutes les révélations qu'il y a eu dans la nuit. À vrai dire, j'étais réveillé en pleine nuit et en train de répondre à des commentaires en plus sur YouTube, j'ai vu ça, j'étais comme un fou. Il y a des détails et des infos assez intéressantes dans le lot, même très intéressantes. Déjà, tout au long de cette vidéo, j'étais en train de supposer que l'on se dirigeait vers le tournoi multi-univers, et ça a bien été confirmé. Bon, une nouvelle fois, l'info a été reliée par tous les sites français, et également par Ernst sur Twitter, par Kanzenchu, sur lequel j'ai vu l'info en premier. Bon, là, je vais me baser sur la VF de Dragon Ball Super France parce qu'elle est vraiment équivalente à ce qui est dit en japonais et en anglais. Et en fait, ce qu'il en ressort déjà, c'est un nouveau visuel que je vais vous rajouter maintenant, que je vais vous afficher dès maintenant, qui reprend le modèle de base, mais qui rajoute sur son visuel le grand prêtre et les 2 Zeno. Ce n'est pas un reflet de Zeno, c'est bien les 2 Zeno qui viennent de rejoindre l'histoire.
Et déjà, première chose, c'est que s'ils mettent les deux sur une affiche comme ça, on peut se douter que ces deux Zeno vont être canons, c'est-à-dire niveau manga papier, qui ne seront pas vraiment un rajout. Même si vous allez le voir dans ma troisième PLT qui va suivre, qu'il y a beaucoup de rajouts en ce moment dans Dragon Ball Super et qu'on ne sait plus où donner de la tête. Mais à vrai dire, étant donné que dans le manga papier, Zeno a donné le bouton à Goku, pareil que dans l'anime, et que là, il y a cette affiche qui vient confirmer la présence des deux Zeno, plus le synopsis aussi qui en parle, du coup, je pense que les deux Zeno vont être canons. Et j'adore la manière dont ils ont disposé le grand prêtre, qui, je vous le dis, est mon personnage préféré de Dragon Ball Super. Bien sûr, mon personnage préféré de toute l'œuvre, c'est Vegeta, etc. Mais dans Dragon Ball Super, on va dire peut-être pas mon personnage préféré alors, mais mon coup de cœur, c'est bien ce grand prêtre. Oui, ces Vados c'était déjà des petits coups de cœur, mais le grand prêtre a mis la barre très très haute, et j'adore la place qu'ils lui ont donnée sur cette affiche. Déjà, il est en hauteur par rapport à tout le monde, ou du moins il est en recul, parce que les deux têtes de Zeno touchent le sommet de l'affiche, tandis que celle du grand prêtre non. Mais c'est lui qui a cette vague lumineuse derrière lui, une sorte de lueur angélique. Pour le chef des anges, ça me semble cohérent. Entouré d'étoiles et tout ça, même s'il est plus petit sur l'image, je trouve qu'il est plus mis en avant que les autres. Bon, mis à part cela, rien de particulier de plus sur la fiche à décrypter, et on va passer du coup justement à ce fameux synopsis, qui nous dit que, à la demande de Goku, le tournoi d'arts martiaux, tournoi du pouvoir, traduit en français, des deux Zeno commence maintenant. Vous voyez, les deux Zeno font même partie du synopsis. Mais cela s'avère aussi être le début de la destruction universelle. Ce qui attend les vainqueurs de ce tournoi et les vaincus, 3 petits points, point d'interrogation. Comment ces batailles d'équipe intenses entre les élites de chaque univers se dérouleront-elles? Sur la première partie du texte, ça va. Sur la fin aussi, c'est surtout au milieu, et on se demande, mais cela s'avère aussi être le début de la destruction universelle. Déjà, le problème, c'est en termes de vocabulaire, je me demande ce qu'ils ont voulu dire par là. Je sais pas si quelqu'un qui comprend le japonais passe par là ou quoi, et peut nous dire, mais je crois que même d'après le japonais, c'est difficile à déterminer parce qu'ils ont utilisé le mot uchu, je sais pas si je le prononce bien du tout, qui s'écrit 2U, c'est HU, qui peut avoir un peu deux sens selon le contexte dans lequel il est mis, soit univers, soit monde. Et du coup, par destruction universelle, est-ce qu'on entend la destruction d'un univers, de plusieurs univers, de tous les perdants du tournoi? Une destruction qui est causée par autre chose en parallèle qui va interrompre le tournoi, vous voyez? Mais déjà, hier, quand j'ai tourné cette vidéo-là, et vous m'avez entendu en parler il y a quelques minutes en arrière dans cette même vidéo, je vous disais qu'il était fort probable que justement que les deux Zeno, ou un des deux, mais je pense que ça sera les deux, vont se mettre d'accord sur le fait que seul le vainqueur gardera son univers tel qu'il est et que les autres se verront être détruits. Et que c'est pour ça que j'ai envisagé justement un entraînement des humains, des terriens, dont Whis se foutrait totalement en temps normal, mais si c'est pour préserver l'univers et préserver la vie de Beerus, qui va mettre une forte pression sur Whis, du coup on peut avoir et s'attendre à de gros entraînements. Goku et Vegeta avec Beerus et les terriens avec Whis pour développer leur potentiel, pour développer du ki divin pour certains. Je serai le premier à kiffer un Krillin qui revient à un top niveau. C'est vrai qu'au final, je me languis énormément de connaître le règlement et les conditions de ce tournoi-là. Quel type de participants sont autorisés? Pour justifier le fait que Goten et Trunks n'y sont pas, c'est bien confirmé maintenant car on nous dit que seuls 10 combattants sont acceptés. Pourquoi Zeno voudrait amorcer une destruction hypothétique, je vous le dis bien, ça ne reste que mes prédictions, des univers perdants? Est-il fatigué, saoulé de tout ce qui se passe là? Le Zeno du présent ayant discuté rapidement avec le Zeno du futur, se disant qu'il y a trop de voyages temporels, trop de bêtises comme ça qui sont faites un peu partout, et qu'ils en ont marre et qu'un univers serait facile à contrôler, tandis que 12, 18, tout ça c'est bien trop compliqué. D'ailleurs, rappelez-vous, ça fait plusieurs fois sur la chaîne que je vous parle de la révélation du chapitre 17, comme quoi un inconnu, un mortel, a créé la première timeline, et que ce mortel faisait partie de l'univers 12. Et je vous disais que cela pouvait certainement et sûrement avoir un lien avec la destruction des 6 univers. Vous vous rappelez qu'il y en avait 18 et que maintenant il en reste 12, et que Zeno en a foutu en l'air 6. Eh bien que cela pourrait avoir un lien, et justement on est dans une période où en très peu d'années, parce qu'à l'échelle divine, l'arc Cell jusqu'à aujourd'hui dans Dragon Ball Super c'est peu d'années à l'échelle des dieux le temps. Eux qui peuvent vivre des milliers, des millions, des milliards, voire même être éternels selon les dieux, on peut supposer que Zeno ou le grand prêtre sont éternels. Du coup on est vraiment sur en gros une toute petite fenêtre d'une vingtaine d'années sur laquelle il y a eu beaucoup de crimes temporels et impliquant différents univers. Univers 10 avec Zamasu par exemple. Des voyages temporels sont faits. On en est à une époque où les Akaishin commencent à aller dans les univers des autres pour y commettre des destructions. Champa qui vient dans l'univers 7, Beerus qui va dans l'univers 10. Et Beerus, bien sûr, qui est allé dans l'univers 6 aussi. Il y a sûrement quelque chose qui dérange là-dedans. Alors ça, c'est la perception divine et zénoesque. Après, bien sûr, il y a toujours le côté interrompu du tournoi, qui sera intéressant à voir. Qui pourra venir l'interrompre? Mais comme je vous le disais, ce sont des informations qui nous arrivent à peu près 2-3 mois avant la date à laquelle l'arc va débuter. Du coup, ça m'étonnerait qu'il nous spoil déjà
que le tournoi va être interrompu. Donc pour moi, cette destruction universelle fait référence à Zeno. Le tournoi pourra être interrompu, mais pour d'autres raisons que la destruction universelle. Peut-être même pour stopper la destruction universelle. Ça serait bien d'ailleurs, petite prédiction à chaud, et ça changerait un peu, que le tournoi soit interrompu, mais pour de bonnes raisons. Qu'au final, ça soit l'organisateur du tournoi qui fasse quelque chose de mal, même si c'est Zeno, c'est quand même quelque chose de mal au niveau des mortels, à leur échelle. Et que le tournoi soit interrompu soit par la volonté des participants, soit par des personnes qui n'avaient pas participé, voire même des dieux, afin de remettre en cause cette destruction prévue par Zeno des univers perdants, une sorte de rébellion durant le tournoi, pour empêcher que le gamin qui siège sur le trône ne casse tous ses jouets. C'est un peu ça qui risque de se passer. Bon, je poursuis la lecture. On nous dit alors que l'image présente les deux Zeno, celui du présent et celui du futur, amenés dans le présent à la fin de l'arc Mirai Trunks, le grand prêtre, récemment révélé comme un ange et père et Whis de Vados, et l'équipe de l'univers 7 composée de 10 membres, Majin Buu, Krillin, C18, C17, Son Goku, Vegeta, Son Gohan, Kame Sennin, Tenshin Han et Piccolo. Rien de nouveau pour le moment. Bien sûr, ces infos-là ont été relayées de base, la source d'origine, sont Lato Animation et Fuji TV, la chaîne diffusant la série. Et on nous dit alors ensuite, et là ça va être aussi super important, Dragon Ball Super entre dans son nouveau chapitre, l'arc de la survie de l'univers. Comme vous pouvez le voir, à partir du visuel principal, ce sera une histoire à plein régime où Goku et le reste des guerriers de l'univers 7 formeront une équipe pour participer à un tournoi entre univers. C17 et Majin Buu sont là aussi. Et là c'est le producteur de Dragon Ball Super, Shunki Ashizume qui parle, en disant « Donc personnellement, je ne peux pas contenir mon excitation à la pensée de quel genre de combat nous allons voir. » Et il a bien raison. Attendez avec impatience ce nouveau chapitre qui sera sûr de présenter des batailles super intenses avec des apparitions sans escale par les élites de chaque univers. Par sans escale, il entend des apparitions non-stop, une présence non-stop des instances suprêmes de chaque univers. C'est-à-dire que vous allez avoir tous les Akaishin, tous les Kaioshin, tous les anges et le grand prêtre et les deux Zeno, voire même de nouvelles divinités, on ne sait pas, voire même de nouvelles divinités, ce qui est fort possible. Les deux assistants de Zeno. D'ailleurs, petite question, le Mirai Zeno, il va faire comment pour ses assistants? Au final, les deux assistants de Zeno vont s'occuper l'un et l'autre d'un Zeno? Peut-on en conclure que la protection de Zeno sera réduite par deux ou qu'au final, chaque garde est tellement puissant qu'il pourrait one-shot un Vados ou un Whis? Ça aussi, c'est une bonne question. Et on finit avec l'info comme quoi l'auteur original, vous le connaissez tous, Akira Toriyama, et on ne nous fait pas référence de Toyotaru, et on poursuit en lui disant qu'il a fourni, Toriyama, le projet original pour l'histoire et les personnages. Des informations supplémentaires et une vidéo promotionnelle, à savoir un trailer, seront disponibles à la Jam Festa ce week-end lors du panel Super Dragon Ball Heroes de Bandai Namco. Ça fait pas mal d'informations à se mettre sous la dent, et un truc, je sais pas honnêtement les deux mains si ça vous a marqué, moi oui, c'est que déjà en voyant le synopsis, ce mini-résumé de l'arc, j'ai de quoi me dire que Dragon Ball Super va pas tarder à toucher à sa fin. Car là, cet arc va purement impliquer toutes les plus grandes instances et en non-stop, sans escale, voilà, comme ça a été traduit. Parce que là, en fait, on vient de finir un arc dans lequel on avait un Kaioshin possédant le corps de Goku, possédant les Potara, ayant fusionné, possédant la Time Ring et ayant l'immortalité de Super Shenron. On peut pas voir mieux comme immortalité. Vous vous rendez compte qu'on vient d'en finir avec un méchant ultra cheaté, on n'a jamais vu ça en termes de cheat dans Dragon Ball. Et disons que là, pour avoir encore un peu de panache, le déroulement logique aurait été quelque chose du genre Makaioshin, nouvelle menace inconnue ultra cheatée, bien que ça fasse un peu bateau, un peu trop téléphoné. On aurait pu avoir une menace du niveau Akaishin cette fois-ci, histoire de faire monter la pression, une menace de type ange, voilà, quelque chose qui fait monter d'un échelon, mais j'ai l'impression qu'on est passé direct à l'échelon maximal. Alors ok, on va pas se battre directement avec Zeno, c'est Goku et Savant qui vont se battre avec d'autres mecs un peu similaires à eux, d'autres univers. Mais forcément, ce tournoi va impliquer toutes les divinités. Et il y en a certaines qui vont vraiment être impliquées. D'ailleurs, je sais pas comment ils vont se débrouiller pour le faire, mais pour moi, je me suis mis en tête, et vous allez me dire aussi si vous êtes d'accord, que ce prochain arc devrait être l'arc dans lequel Beerus devrait se battre et se battre à fond. Il a été totalement écarté dans l'arc Zamasu, donc pour moi, c'est logique que dans cet arc-là, il l'envoie. Bien sûr, il a Akai, mais il a Akai un mec qui était loin de son niveau et tout ça. Ça a pas duré longtemps et il s'est pas battu. Il n'a pas eu de confrontation. Et je pense que ce tournoi peut dériver en pas mal de choses. Encore à chaud, mais je suis sûr que Zeno est capable, s'il voit que le tournoi traîne trop en longueur, qu'il y a beaucoup d'égalité, que Goku et Hit se la jouent un peu non, on abandonne, on se fait des manières et tout ça, comme ils l'ont fait dans le tournoi de Champa précédemment. Vous vous rappelez qu'ils ont abandonné, se sont rebellés et tout ça? Je suis sûr que Zeno est capable d'organiser des combats entre Akaishin histoire de départager les univers.
Je suis sûr que ce petit gamin en est capable et que le deuxième Zeno va appuyer sa décision. D'ailleurs, prédiction aussi pour ce nouvel arc, je suis sûr qu'il y a au moins 1 ou 2 univers qui vont y passer de la main de Zeno et qui vont y passer très très vite. Ils vont perdre, ils vont se faire éliminer assez rapidement, quelque chose comme ça, ou un des Akaishin va manquer de respect à Zeno et il va le détruire. Ça va permettre au tournoi de se dérouler beaucoup plus vite. Quand les choses vont s'emballer, qu'il va y avoir des problématiques et tout ça, ça va permettre d'exclure certains personnages que l'on aura vus précédemment, de ne pas se dire « Ah ouais, mais lui, pourquoi il n'a pas combattu tout ça ? C'est bon, il est mort, il est détruit. » Du coup, on se posera pas la question. Vous allez voir que ça va se passer comme ça, et que Zeno va en détruire au moins 1 ou 2 dans le lot, histoire que les scénaristes puissent nettoyer en gros leur schéma scénaristique. Histoire justement d'avoir moins de monde à mettre en scène et moins de monde à impliquer. Je ne dis pas que ça va se passer immédiatement, mais il y a quelque chose qui va faire que ça va se produire, j'en suis sûr et certain. Et du coup, les demain, je vous fais comprendre là où je venais en venir. J'ai fait beaucoup d'explications, là c'est vrai, en vous disant que ça ressemblait à une fin de Dragon Ball Super, à cause des niveaux, de Zeno, tout ça. Et quand on regarde les mots qu'a employé ce producteur-là, de Dragon Ball Super, il nous dit, dans la toute première phrase, Dragon Ball Super entre dans son nouveau chapitre. C'est peut-être moi qui suis peut-être très ou trop pointilleux, mais il a utilisé le mot nouveau. Il n'a pas utilisé le mot ultime, il n'a pas utilisé le mot ultime, le mot dernier, le mot final, vous savez, chapitre final, chapitre ultime, tout ça. Il a dit nouveau. Pour moi, nouveau, voilà, c'est la nouveauté. C'est un peu comme s'il disait le prochain. Le nouveau, le prochain, pour moi, ça veut pas dire le dernier. Donc, on peut encore s'attendre à avoir de nouvelles aventures Dragon Ball Super à la suite de ce tournoi. Ce qui me paraît étrange parce que pour moi, ce tournoi semblait être l'apogée de Dragon Ball Super et en être un peu une conclusion, une sorte de synthèse. Après, comme je vous ai dit, ce tournoi risque d'amener d'autres choses, donc on peut imaginer une sorte d'arc qui se divise en 2 temps. Je vous dis ça juste histoire d'illustrer, mais imaginons que ça soit réellement l'arc Rébellion face à Zeno. On aurait donc cet arc composé d'une partie tournoi, en laquelle au milieu ça va partir en cacahuète, et la deuxième moitié sera vraiment focalisée sur cette fameuse rébellion, pour histoire d'avoir une autre suite et chapitre final. De toute façon, Dragon Ball Super n'a pas été annoncé comme devant s'éterniser dans le temps. Bien sûr, je ne sais plus si c'était ce producteur-là ou un autre de la série, avait annoncé « Tant que vous voudrez du Dragon Ball, vous aurez du Dragon Ball ». Après, il n'avait pas précisé si ça serait Dragon Ball Super. On sait que la Shueisha, qui édite le manga Dragon Ball au Japon et tout ça, a développé, a créé carrément, a investi dans un studio, vraiment un peu un studio de brainstorming, de recherche d'idées spéciales dédiées à Dragon Ball, pour produire de nouvelles idées fraîches constamment sur Dragon Ball. Donc si vous créez un studio comme ça, c'est pas pour le fermer 6 mois après, c'est pour qu'il soit rentable. Donc c'est vrai qu'on peut, et moi j'avais cette idée-là, s'attendre à de nouvelles aventures Dragon Ball, et je vous ferai une vidéo pour vous parler de quelle forme ça pourra prendre, parce que ça correspond plus ou moins avec les idées que je me faisais de la fin de Dragon Ball Super, sauf que je vous avoue que ce tournoi arrive plus tôt que prévu dans mes idées. Du coup les demain, en fait je pense qu'on a fait le tour de ce qui vient d'être rajouté, on en a déjà pas mal parlé dans le début de cette PLT, maintenant dans ces rajouts que je vous fais, parce qu'ils m'ont apparu nécessaires, beaucoup de choses à en tirer, et du coup je vous donne rendez-vous dans la 3e PLT qui va suivre, elle va être plus courte mais tout aussi intense, elle va faire le point sur le sujet Goku Black et quelque chose qui vient d'être révélé dans le chapitre 19 de Dragon Ball Super. Ne vous dites pas « Ah, mais c'est Goku Black, c'est bon, on sait tout sur lui ». Non, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, qui sont données dans le manga papier, qui n'ont pas été données dans l'animé, justement par rapport au rajout de la Toei Animation. Tout ce qui est canon, pas canon, voilà, je vous ai déjà un peu teasé le sujet. Donc j'espère vous retrouver sur cette vidéo-là, tout aussi nombreux que vous avez été sur la première PLT et sur celle-ci. Je vous remercie alors, je vous laisse sur ces mots. Prenez soin de votre futur, le meilleur moyen d'y arriver c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, de la commenter, de la liker un maximum pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. A plus pour de prochains arts divinatoires.